Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 7e webinaire du CN2R. Un petit rappel sur le CN2R, c'est un groupement d'intérêt public créé en 2019 qui a pour mission d'apporter les ressources nécessaires pour agir face au psychotraumatisme et permettre aux personnes concernées de retrouver une qualité de vie satisfaisante après un événement traumatisant. L'intérêt des webinaires du CN2R, c'est d'enrichir et de rendre accessibles les connaissances actuelles sur les psychotraumatismes à partir du travail de chercheurs et de praticiens. Le titre du webinaire de ce soir, Cyberpédocriminalité, images traumatogènes et risques psychologiques associés à l'enquête. Comment s'adaptent les pratiques des enquêteurs et les stratégies auprès des victimes, des mises en cause et de l'entourage. Alors pour cette intervention, et ce titre qui est long mais qui va devenir parlant avec nos deux intervenantes donc, le commandant de police Véronique Béchu, qui est engagée depuis 2002 dans la protection des mineurs au sein de la police nationale. Elle s'est spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. De 2018 à 2023, elle a dirigé le groupe central des mineurs victimes, une unité nationale dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Depuis 2023, elle occupe le poste de commandant de police et chef du pôle stratégie de l'Office des mineurs à la Direction nationale de la police judiciaire. Elle est également, depuis 2023, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. En tant que représentante de la France auprès d'Europol et d'Interpol, elle contribue à la lutte internationale contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Enfin, en 2004, elle a publié un ouvrage intitulé « Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne » aux éditions Stock, ouvrage que bien sûr nous vous recommandons vivement. La deuxième intervenante, et ce sera une intervention sous forme de dialogue, c'est Diane Salomon. Elle est psychologue clinicienne. En 2020, elle a soutenu une thèse de doctorat en psychologie à l'Université de Paris portant sur le processus de dévoilement de l'inceste par le sujet victime. Depuis janvier 2024, elle est en poste à l'Office mineur, rattaché au bureau d'aide à l'enquête du pôle stratégie. Elle assiste les enquêteurs dans les enquêtes impliquant des mineurs victimes et élabore des contenus pédagogiques visant à améliorer la prise en charge des mineurs victimes de violences par les fonctionnaires de police. Elle était également auteure de nombreuses publications. On peut citer l'article « Jouir n'est pas consentir », coécrit avec Mélodie Daube et paru dans la Nouvelle Revue de Psychosociologie en 2023. Paradoxe et limite de l'interprétation des faits par la justice, quand le sujet victime est passivé par la procédure pénale, qui est un chapitre d'ouvrage paru en 2023 également, et apparaître prochainement dans la revue Le Divan familial, Dénoncer l'inceste, un processus de désaliénation. Alors cette intervention nous plongera au cœur des enquêtes en matière de pédocriminalité en ligne en explorant le rôle central qui joue l'image. Celle-ci devient souvent le point de départ des enquêtes, fixant l'événement traumatique et servant à la fois de preuve et de levier pendant les auditions, tout en étant un élément traumatogène pour les victimes, leur entourage et aussi pour les enquêteurs. Nos intervenantes, à travers des cas concrets, décriront la place que prend l'image à chaque étape, depuis la découverte du contenu en ligne jusqu'aux auditions, tout en soulignant l'impact psychologique sur les victimes, les familles et les enquêteurs, ainsi que l'importance d'un accompagnement psychologique tout au long de la procédure. Alors voilà, on remercie à l'avance les deux participantes, intervenantes, pour leur présence, leur engagement au quotidien, et on souhaite qu'elles nous permettent un webinaire instructif et enrichissant, et je pense avec un contenu qui sera surprenant pour beaucoup, puisque on ne connaît pas tous tout ce qui se passe dans un monde virtuel dont les adultes sont parfois, la plupart des adultes en tout cas, un peu éloignés.
et où de grands dangers guettent les enfants et les adolescents. Donc merci à vous deux. Bonsoir. Donc Diane et moi-même sommes ravis de pouvoir intervenir ce soir devant vous sur un sujet qui a été mûrement réfléchi, pensé, parce que effectivement l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne est un très vaste sujet et pour lequel nous pourrions parler des heures. Et là, nous avons choisi de faire un focus sur l'image pédocriminelle, en tout cas le contenu pédocriminel, puisque maintenant, ce ne sont plus seulement des images, c'est aussi des vidéos, et très majoritairement d'ailleurs des vidéos. Alors merci au CN2R de nous recevoir aussi aimablement et de nous mettre ainsi à l'aise. Juste un petit rectificatif, mon livre est paru en 2024, donc c'est actuel, pas en 2004. Sinon, en 20 ans, Internet aurait modifié beaucoup de choses dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Donc non, c'est un livre d'actualité, bien évidemment. Donc on se propose de vous faire tout d'abord connaître ce qu'est l'Office mineur, qui est une nouvelle structure, et puis ensuite on déroulera chronologiquement l'enquête judiciaire, le volet police bien évidemment, et l'impact pluriel que peut avoir le contenu pédocriminel. Alors l'Office mineur donc, a été créé il y a à peu près un an, en août 2023, sur décision du ministre de l'Intérieur par décret. Et c'est pour l'instant une belle machine qu'on aimerait bien voir grandir, mais c'est une grosse avancée dans la prise en compte au niveau des autorités publiques policières des violences graves faites aux enfants. C'est un office à compétence nationale dont la particularité est de ne pas prendre en compte le domaine de criminalité, mais de prendre en compte le statut de la victime, et là, la minorité. Donc, tout est tourné vers la minorité. Donc, c'est bien évidemment un service d'enquête. Ce sera principalement le rôle de cet office, mener des enquêtes et pouvoir aller mettre en sécurité des enfants après l'identification et la localisation des victimes et mettre hors d'état de nuire les prédateurs sexuels. Donc, on va pour cela travailler sur des profils de pédocriminels qui sont vraiment les plus à risque au sein de l'Office, mais quand bien même, vu le nombre de renseignements dont on est destinataire au sein de cette structure, on va aussi les distiller des dossiers et des enquêtes à mener partout sur le territoire national, que ce soit au sein de la police nationale, mais également de la gendarmerie nationale, puisque notre office est bicéphale, c'est un office qui fusionne à la fois les forces de l'ordre police nationale et les forces de l'ordre gendarmerie nationale. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons garder au sein de l'Office mineur certains profils, soit parce qu'il y a nécessité de les garder, parce qu'on doit utiliser au cours de l'enquête une technique d'enquête très particulière, et notamment tournée vers le contenu pédocriminel, donc ce qu'on va vous développer par ailleurs, mais aussi parce qu'on a conscience que l'individu qui commet ces faits est un individu qui est très souvent en contact proche des enfants. Donc, ça peut être au sein d'une institution ou au sein du cercle familial très élargi ou amical. Donc, ça, c'est un élément dès le début du renseignement, quand on l'a entre les mains, qui va favoriser le fait que l'Office mineur va garder le dossier. Évidemment, quand il y a un volet international, c'est l'Office mineur également qui va traiter ce dossier. Donc, tous les faits commis sur des victimes françaises ou par des auteurs français qui résident à l'étranger, ce sera obligatoirement l'Office mineur qui va être en destinataire et chargé de l'enquête sur ces faits-là. En outre, on va devenir, parce que d'autres services partout sur les territoires initient ou travaillent eux-mêmes sur des dossiers dont on n'a pas le renseignement ab initio au sein de l'Office mineur, mais on va nous solliciter pour venir en appui de ces services. Donc, on va être co-saisi dans le cadre de l'enquête, et c'est soit à la demande du service territorial qui se sent dépassé
soit par le nombre de victimes, soit par l'ampleur des faits commis, soit par une technique d'enquête qu'ils ne maîtrisent pas, et soit on va être saisi également par la justice, donc que ce soit procureur au niveau de l'enquête préliminaire ou de flagrance, ou par un juge d'instruction au moment de l'instruction judiciaire. Et enfin, on va travailler en étroite collaboration, et ça c'est vraiment le travail d'un office central, en étroite collaboration avec des services de police étrangers, partenaires, avec lesquels on a des liens très étroits, quasiment de manière quotidienne ou hebdomadaire, et des services qui sont très spécialisés dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc ces services, c'est par exemple les unités du FBI dédiées, les unités du Homeland Security Investigations, les services du NCA, donc National Crime Agency en Grande-Bretagne, en Australie. On est vraiment très, très étroitement liés à tous ces services. Et par le biais d'Interpol et d'Europol, on va pouvoir échanger tous ces contenus, toutes ces informations de manière à ce que la coopération internationale soit la plus efficiente possible. Toujours dans quel but? Réceptionner ce contenu pédocriminel et identifier, localiser, mettre en sécurité les victimes. Ça, c'est la grosse partie de l'office. Ensuite, puisqu'on est un office mineur, on a vocation à être le pilote et l'animateur d'une filière globale dédiée aux victimes mineures. Donc on va distiller nos savoirs, élaborer et distiller nos savoirs, nos techniques d'enquête, nos actions de formation, de la sensibilisation à l'ensemble des collègues en territorial qui traitent de ce type de dossier. Il y a un bureau dédié à la production de ces doctrines opérationnelles et dont Diane fait partie, qui est le bureau d'aide à l'enquête. On va aussi, il nous est demandé d'analyser et de produire un état de la menace, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle. On ne sait pas quel est l'état de la menace de l'exploitation sexuelle des mineurs, et notamment de l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Il y a l'émergence quasiment annuellement de nouveaux phénomènes pédocriminels que j'évoquerai après. Et cet état de la menace et cette connaissance des phénomènes émergents nous permet d'adapter nos techniques d'enquête et de pouvoir être plus efficaces dans la mise en sécurité des enfants. Et enfin, comme qu'on est chef de file, il nous faut des petits un petit peu partout en France, et donc on est là pour créer, animer et réseauter au niveau des futures antennes et détachements de l'office mineur. Alors ça, c'est dans l'idéal, hein, c'est en construction. Je répète qu'on est un jeune service, on n'a qu'un an, et pour l'instant on est 85, enfin on devrait être 85, on est 50. Le recrutement se fait petit à petit puisqu'il nous faut des enquêteurs qui soient volontaires pour traiter ce type de thématique, et d'ailleurs vous comprendrez pourquoi après. Et il nous faut des profils très particuliers parfois. Le recrutement de Diane est un véritable apport pour la thématique. Et enfin, on va aller au sein des institutions, créer du partenariat associatif de manière ou privé, de manière à pouvoir échanger sur nos pratiques, mais également se nourrir et s'alimenter de ce qui se fait ailleurs, que ce soit à l'international ou dans d'autres écosystèmes, et c'est particulièrement enrichissant. Alors, les phénomènes pédocriminels, on a décidé de vous faire une petite liste à la Prévert de ce qui englobe actuellement l'exploitation sexuelle, et je dis bien actuellement parce que ça évolue tout le temps. L'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qui ne se déroulent qu'exclusivement en ligne, mais pas que, parce que la pédocriminalité en ligne n'est pas un domaine particulier de la pédocriminalité. Ça, c'est quelque chose, un message qu'il faut impérativement intégrer. En fait, la cyberpédocriminalité, c'est juste parce que le pédocriminel va utiliser un moyen nouveau, des nouvelles technologies de communication pour obtenir ce qu'il souhaite auprès d'un enfant. C'est tout. Mais que l'on parte de la parole d'un enfant qui dénonce des violences sexuelles
ou que l'on parte d'un contenu pédocriminel découvert en ligne, on se rejoint toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'un enfant qui va dénoncer des faits d'inceste, en fait, ces faits d'inceste, on va les retrouver en ligne parce que le père, l'oncle, le grand-père incesteur va capter et diffuser en ligne les faits commis. Et à l'inverse, 90% de nos dossiers, on part d'un contenu pédocriminel et on débouche sur des faits commis dans le cercle de confiance de l'enfant, majoritairement de la famille, mais de l'institutionnel, et puis des gens de confiance, du cercle amical, etc. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Il y a un continuum et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête quand on est un professionnel de la protection de l'enfance ou quand on reçoit des victimes par ailleurs, donc quel que soit le cadre, c'est que on a une parole, il faut aller tout de suite penser au numérique. Ou quand on a un contenu numérique, il faut toujours s'adapter à comment recevoir la parole. Voilà. Donc le grooming, je vous ai mis pour les nouveaux phénomènes, ou en tout cas les phénomènes qui sont très peu connus ou moins connus, j'ai mis la définition entre parenthèses. Je vais juste faire un petit focus sur le mandat de viol. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, donc je vais l'expliquer. C'est alors le fait de solliciter un mineur à des fins sexuelles, je pense que tout le monde comprend. On est en ligne, on demande à l'enfant de se mettre nu devant la caméra. C'est souvent une contrainte, hein, parce que ça commence soit par une mise en confiance, le grooming, mais au final, il y a quand même une notion de contrainte. Et donc là, c'est de la sollicitation. On va lui demander de se mettre nu, on va lui demander de se caresser, on va lui demander faire un focus sur ses parties génitales, de prendre certaines positions. Et au final, dans certains dossiers, sur certains contenus, ils vont jusque, ces mineurs, s'auto-pénétrer avec des objets, ou avec une partie de leur corps, doigts, etc. Et donc, ils vont... au sein de mon ancienne unité, donc au groupe central des mineurs victimes, pendant longtemps, on a vu ces types de contenus pédocriminels augmenter dans leur diffusion. Et on s'est dit que franchement, il y avait quelque chose à faire au niveau de la législation parce qu'on n'avait pas l'infraction qui correspondait exactement à l'acte commis sur lui-même par l'enfant et dont le traumatisme était similaire à un viol, même s'il n'y avait pas de contact physique avec l'agresseur, en tout cas le sollicitant. Et donc, on a fait du lobbying pendant longtemps jusqu'à ce que la législation française s'aligne sur les 2 pays qui ont initié ce changement de paradigme, qui sont la Belgique et la Suède. Et ils ont décidé en 2021 de légiférer sur ce type d'acte, le fait de solliciter un enfant au point qu'il commette sur lui-même des pénétrations. Et c'est considéré, c'est ce qui est appelé mandat de viol, c'est considéré non pas comme un crime au niveau judiciaire, mais comme un délit. Donc l'individu sera traduit devant un tribunal correctionnel et pas une cour d'assises. Mais maintenant, il risque 7 ans. La peine encourue, c'est 7 ans de prison, 10 si le mineur a moins de 15 ans. Et c'est très souvent des mineurs de moins de 15 ans. C'est même des enfants très petits. Et donc, on a réussi à faire changer le paradigme du viol, puisque maintenant, il y a une notion de viol, même sans pénétration physique, même sans contact physique entre la victime et l'auteur. Donc ça, c'est extrêmement important. La pédocriminalité itinérante, on ne l'appelle plus comme ça, mais avant c'était tourisme sexuel. Et puis, ce que tout le monde malheureusement connaît, l'inceste, les violences sexuelles institutionnelles, quel que soit le milieu scolaire, sportif, religieux, mannequinat, cinéma, etc. Donc voilà, les dénonciations MeToo alimentent tous les domaines au fur et à mesure, la musique, etc. Alors, au niveau de notre présentation, maintenant que j'ai présenté les phénomènes pédocriminels et puis l'office mineur, voilà comment on a décidé de
de vous faire le petit déroulé de notre présentation. Donc, on s'est appuyé sur la chronologie d'une enquête et les étapes phares du travail qui nous est imparti en tant qu'enquêteur de police. Donc, d'abord, bien évidemment, l'identification du mineur victime, l'interpellation du mis en cause et à partir de l'interpellation, les auditions souvent menées en parallèle du mineur victime, du mis en cause et l'impact que tout ça peut avoir sur l'enquêteur, toujours avec ce fil rouge qui est le contenu pédocriminel et l'impact que tout le monde a, que ce soit victime, entourage familial du mis en cause et enquêteur, comme élément traumatogène. Si je peux préciser quelque chose, c'est... Précise. On part de l'identification du mineur victime, puisque dans les dossiers de pédocriminalité en ligne, la victime n'a pas déposé plainte ou n'a pas révélé ce qu'elle a subi à un proche avant l'intervention des enquêteurs. Et c'est là, je dirais, un des plus gros points de divergence par rapport aux enquêtes plus classiques. Tu peux continuer. Merci. Donc là, on va commencer par l'identification de la victime dans un tout premier temps. Donc ici, cette identification va avoir pour point de départ le contenu pédocriminel. Donc comme l'a rappelé Diane, classiquement dans toute brigade des mineurs, en fait, on voit arriver l'enfant accompagné soit de son civilement responsable, soit d'un tuteur, soit d'un professionnel de la protection de l'enfance, de manière à pouvoir effectuer son recueil de la parole. Là, le schéma, le déroulé d'enquête est totalement inversé. Ce qui a, au début de mon arrivée dans cette unité spécialisée de pédocriminalité en ligne, après 13 ans à la brigade des mineurs, ça m'a complètement changé tous mes schémas de fonctionnement d'enquêtrice. Et c'est bien, des fois, d'être challengé. Mais on va partir, en fait, de cette image, découverte soit d'initiative par l'enquêteur, parce qu'on a des techniques d'enquête qui nous permettent d'être à l'initiative du renseignement, ou soit parce qu'on a reçu d'une autre unité internationale ou d'Interpol ou d'Europol un contenu pédocriminel en nous disant « ça, c'est du contenu français, c'est à vous d'enquêter et d'identifier la victime et de localiser l'auteur ». Un exemple, un jour, j'étais au bureau et je reçois un mail d'un collègue néo-zélandais avec qui j'ai échangé et il dit je viens d'arrêter un pédocriminel chez moi, j'ai fait l'analyse de son contenu, de ses supports informatiques et dans ces supports, j'ai trouvé des images, donc il y avait 3 images, des images d'une petite fille et je pense que cette petite fille est française et que les images de par certaines propriétés de l'image, est récente. Donc, c'est une victime qui est actuellement abusée. Et ça aussi, c'est un critère de priorité sur l'ensemble des renseignements qu'on reçoit. C'est quand on sait que la victime est actuellement abusée, c'est des dossiers, on va lâcher les autres et on va immédiatement travailler sur cela pour essayer de mettre en sécurité l'enfant immédiatement. Donc, dans cette image, c'était très simple. On avait une petite fille à moitié dévêtue et on avait donc un focus sur ses parties génitales, mais pas que. On avait également un décor autour. Et très clairement, on voyait que la captation de cette image, c'était dans une salle de bain. On n'avait pas d'autres éléments, que c'était une salle de bain très classique, etc. Et puis on va en fait avoir un travail qui n'est pas qu'il faut se sortir du focus sur l'acte ou le corps des personnes présentes à l'image, et on va devoir travailler sur le décor. Voilà. Et notre expertise d'analyste en victim ID, victim identification, c'est ça, c'est se sortir du focus et de pouvoir travailler sur l'image. Et donc, on va faire des recherches. Et sur ce cas principal de cette image trouvée en Nouvelle-Zélande, il y avait une lessive.
dans le décor de fond. Et sur cette lessive, il y a un tout petit, sur l'étiquette, il y avait un tout petit drapeau français. Et donc, de cet élément, l'enquêteur néo-zélandais a dit, elle est française. Ce qui voulait rien dire, en fait. Mais c'était un élément qui pouvait orienter l'enquête. Donc, on va chercher si effectivement ce bidon de lessive est distribué en France, ou comment, depuis quand, etc., etc. Il y a tout un élément de contextualisation à faire. Et puis on va interroger de manière à, une fois qu'on aura tout bien cadré, on va pouvoir interroger d'autres instances qui va nous aider à orienter sur la localisation de l'enfant. Cette petite fille, évidemment, va être retrouvée. On aura d'autres éléments, d'autres images qui vont arriver au fur et à mesure, puisqu'on s'aperçoit que l'individu diffuse en continu. Et donc, on a d'autres images avec d'autres scènes, avec d'autres lieux qu'on va aussi analyser de manière à pouvoir augmenter les indices et le faisceau d'indices pour localiser l'enfant. Donc, ça peut être... Ce focus sur l'image peut être évidemment traumatisant pour l'enquêteur parce que on voit que cette petite fille, on voit déjà... on a un peu de mal au départ à s'extraire des violences, de la position de l'enfant, de ce qu'elle subit, de ses expressions, etc. Mais on va aussi, à force de voir plusieurs images sur le long terme, on va avoir un impact qui est de se dire, je sais qu'elle est victime actuellement, je vois que c'est répété, je vois que c'est régulier, et je n'arrive pas à l'identifier. Donc, il y a une charge, une pression dans l'identification que l'enquêteur va commencer à porter. Il va culpabiliser de ne pas pouvoir l'identifier rapidement. Il va se sentir rapidement impuissant. Et puis, il y a certains dossiers notamment où on va voir grandir l'enfant. Il y a des enfants qui sont sur le Darknet et que depuis que je suis en ligne et connectée sur le Darknet, que je vois grandir. Je vois qu'elles sont toujours là, ça veut dire qu'elles sont toujours abusées, qu'on n'a toujours pas pu les identifier. Donc, c'est une charge pour l'enquêteur qui est extrêmement impactante. Donc là, sur l'exemple que je vous ai mis à l'écran, là, l'image à la base qu'on a reçue, donc c'est un autre dossier, c'est celle du haut. Donc, évidemment, dans un premier temps, on va faire le focus sur le carré bleu. Bon, derrière, il y a la victime, mais sur le carré bleu. Et c'est justement ça qu'il faut oublier. C'est justement ça que l'enquêteur se doit d'oublier et il va faire un focus ailleurs. Et en fait, à force de ne voir que le décor, derrière la victime, on va avoir des indications de localisation. Donc, vous voyez dans la photo en dessous, en fait, il y a une localisation. On saura immédiatement la trouver et ça nous mènera à l'auteur, bien évidemment, qui a pris ces photos. Donc, pour être dans un bureau d'une association de boxe, on savait que c'était un personnel de l'association. Voilà. Je te laisse poursuivre peut-être. Merci. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, sur ce vécu d'impuissance. Effectivement, l'enquêteur, il est réduit à une position de témoin passif qui va, en plus par le biais de l'écran qui sépare l'enfant de l'enquêteur, qui va assister à des sévices sexuels, et ceci parfois, comme vient de le rappeler Véronique, sur la durée. Donc, ça rappelle effectivement le trauma avec ce vécu d'impuissance qui s'associe à une culpabilité et à une véritable responsabilité côté enquêteur, puisque c'est l'enquêteur qui a la charge de poursuivre le prédateur sexuel. Et on peut supposer que ce vécu-là va générer chez l'enquêteur une focalisation et parfois même une obsession à trouver, à identifier ce prédateur sexuel pour pouvoir mettre fin aux sévices sexuels, et que cette obsession, elle pourrait finalement se présenter comme
un processus en miroir de celui du prédateur sexuel, puisqu'il y a une obsession aussi pour l'image du côté de l'auteur. Alors, du côté de l'auteur, lui, il n'est pas passif, au contraire, il est très actif et il s'exhibe. Il voit et il donne à voir, puisqu'il diffuse, il enregistre et il diffuse, il donne à voir sa jouissance, y compris à l'enquêteur qui va visionner derrière les contenus pédocriminels. Donc à la fois, il y a ce versant qu'on pourrait dire négatif du côté de l'enquêteur, puisqu'il est impuissant, il est passif, il est responsable, coupable, mais d'une autre manière, Véronique, tu me diras, mais on peut supposer que de partir en quête contre cet auteur, de partir en lutte de manière active, c'est aussi lutter contre l'impuissance et donc contre les effets traumatogènes de l'image. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va analyser ce contenu comme une scène de crime. C'est très classiquement comme il peut y avoir des scènes de crime dans les homicides. Pour nous, notre scène de crime sera le contenu pédocriminel. Donc, on va creuser, interpréter, analyser. Ce contenu sera au centre de nos investigations, mais ce sera vraiment le noyau dur. Et de ce contenu partira tous les types d'investigations qu'on va devoir mener afin d'arriver à notre ultime objectif, l'identification de l'enfant. Encore une fois, il faut, comme le disait Diane, il faut surtout pas faire un focus sur cette image. Pourquoi ? Parce que c'est un instant T, capté, et ça ne veut pas dire que c'est exhaustif de ce qu'a subi la victime. C'est-à-dire que si l'enquêteur se dit « je vois ça, donc il s'est passé ça, donc je vais enquêter de telle manière », alors clairement, il ferme des pistes énormes. Pourquoi ? Parce que ce que nous, on voit à l'écran, la victime a peut-être subi d'autres faits qui n'ont pas été captés, avec d'autres enfants qui ne sont pas à l'image, ou avec d'autres auteurs qui ne sont pas non plus à l'image. En tout cas, sur ce contenu dont on a eu connaissance et qu'on a découvert. Donc, il faut vraiment être très vigilant. C'est comme la parole d'un enfant, en fait. Il faut être très vigilant. Il ne faut pas partir à ventre ouvert sur ce qu'on voit ou ce qu'on a entendu lors d'une audition de mineur. Il faut prendre le temps de l'analyse et savoir que ce n'est qu'un élément et que ça ne va faire qu'alimenter nos investigations. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on interpelle l'individu, on trouve beaucoup plus de contenu concernant cette victime. De fait, on adapte très souvent également les infractions qui sont retenues. Donc, comme je le disais au tout départ, ça m'a challengée parce qu'il y a eu un changement de prisme du côté de mon métier d'enquêtrice, c'est-à-dire que je ne suis pas partie d'une déclaration, je ne suis pas partie d'un enfant qui vient révéler ce qui lui est arrivé. C'était à moi d'aller de ce contenu vers l'enfant. C'est vraiment quelque chose de très différent. Et j'ai vraiment toujours eu l'impression de faire mon enquête à l'envers. Bon, maintenant, au bout de presque 10 ans, j'ai bien intégré le schéma, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'extrêmement perturbant. Et à l'heure actuelle, beaucoup d'enquêteurs, et c'est pour ça que l'Office mineur aussi a été créé, qu'on délivre des doctrines opérationnelles, beaucoup d'enquêteurs n'ont pas ce réflexe de mener l'enquête à l'envers ou d'aller chercher sur le volet numérique à partir du moment où ils ont les déclarations d'un enfant. Je fais une digression, mais c'est pareil pour la justice, hein. Ils ont souvent pas le réflexe de vouloir chercher ailleurs et notamment de chercher par le prisme du numérique. Et encore une fois, ce qui n'était pas le cas à la brigade des mineurs, l'enquêteur est très souvent à l'origine de l'enquête. Voilà, on est en proaction et on n'est pas en réaction. Oui, il y a un vrai changement de prisme puisque le vu va remplacer l'entendu.
Donc pour l'enquêteur, également pour les autres, hein, le psy est dans le même panier, si je puis dire. Mais côté enquêteur, ça peut conduire à ce que les policiers ont l'habitude d'appeler l'effet tunnel, qui est une réduction des perspectives provoquée par une focalisation sur un élément. Donc là, ce serait sur l'image. Et ça peut créer forcément des biais d'interprétation s'il y a une trop grande focalisation, que l'enquêteur cesse de voir les éléments qui se présentent à côté. Donc là, il y a d'autres éléments de preuve, d'autres preuves matérielles à aller chercher. Évidemment, il n'y a pas que l'image. Et on pourrait considérer, si on cherche à traduire ça disons dans un langage plus psy, que l'effet tunnel, c'est une forme de manifestation de l'emprise exercée par le réel. Alors, comment est-ce que l'enquêteur va lutter contre cet effet-là ? Comme vient de le rappeler Véronique, il faut se focaliser sur d'autres choses, et notamment se défaire de ce registre du vu. Sauf qu'il y a un autre effet qui, à la fois a un versant positif et un versant négatif dans ce changement de prisme, c'est que l'enquêteur, comme vient de le rappeler Véronique, il est à l'initiative. Il est à l'initiative de l'enquête, parfois, mais il est à l'initiative aussi de la parole de la victime. Comme le médecin qui vient annoncer la mort, le policier, il porte sur ses épaules cette charge-là. Alors que dans les autres dossiers, il se rend simplement dépositaire de la parole de la victime qui, elle, se présente comme témoin de l'infraction qui a été commise. Ici, c'est l'enquêteur qui se rend témoin d'une souffrance qui n'a pas encore pu se dire. Et je pense que c'est vraiment à prendre en considération pour chercher à comprendre les effets que ce travail a sur les enquêteurs, mais aussi du côté de la victime, et on y viendra plus tard. Je terminerai mon propos sur le versant positif, puisque le versant négatif, c'est que le policier, il a toutes ces charges sur ses épaules, et notamment quand il vient toquer au domicile de la famille de la victime, il a cette charge-là d'incarner le drame, d'amener le drame avec lui, le chaos. Mais cette position-là, elle lui permet aussi, cette position proactive, d'initier quelque chose, elle lui permet d'arrêter en temps réel des sévices qui sont en cours. Et ça, je pense que c'est aussi très important. C'est ce qui donne du sens au travail, oui, effectivement. Alors, la seconde étape, bien évidemment, c'est quand on a identifié la victime, quel que soit le type d'expertise et de moyens qu'on a utilisés, c'est d'aller mettre fin aux faits commis et donc d'aller interpeller le mis en cause. Et cette interpellation est très particulière dans les dossiers initiés par du contenu pédocriminel, puisque dans la majorité des dossiers que l'on traite, encore une fois, c'est dans le cercle de confiance que les faits sont commis, et que la plupart du temps, quand on intervient par surprise au domicile du mis en cause, on a la problématique de la présence de la victime et des victimes par ricochet que sont souvent la compagne, le compagnon et les autres enfants présents au foyer. Donc on a ce choc, cette onde de choc dont on est à l'initiative, à la fois pour un but qui est honorable et salvateur, mais qu'on se prend aussi de plein fouet parce qu'on provoque un séisme et un cataclysme dans la cellule familiale, et même quand la victime n'est pas présente au domicile et que les faits n'ont pas eu lieu dans un cercle familial, ça peut être amical, chez les voisins. Il y a quand même, quand l'individu a lui-même une famille, on a aussi cet aspect-là à gérer, à supporter, et c'est extrêmement traumatogène pour nous, puisqu'on est le premier réceptacle de diverses émotions qui sont provoquées par l'intrusion qu'on fait au domicile. Donc on a diverses comportements qui se manifestent en fonction évidemment des personnes. Donc ça peut aller de la sidération
jusqu'à une agitation extrême. En tout cas, c'est très impactant pour qu'on puisse mener à bien les opérations qu'on fait à cet instant-là, qui sont une interpellation, une notification de droit de garde à vue et également une perquisition avec la nécessité de découvrir tous les supports numériques utilisés et où sont stockés les contenus pédocriminels du suspect. Donc, c'est extrêmement impactant pour nous. J'ai des souvenirs où la compagne du suspect, en fait, dans un sentiment, enfin, d'une volonté de déni extrême, faire comme si on n'existait même pas et à continuer à faire ses lessives, etc. Enfin, on était au milieu de sa cuisine et elle faisait ses lessives et en fait, c'était vraiment une volonté pour elle de dire « ils ne sont pas présents, tout cela n'existe pas ». Son mari était assis dans la pièce d'à côté, menottes au poignet, en train de prendre connaissance des infractions et de son placement en garde à vue. Donc c'est des choses qu'on doit aussi nous prendre en compte. Tout en gérant aussi les autres enfants du domicile qui, on en a bien conscience, hein, ce n'est jamais anodin de pénétrer, quelle que soit l'heure de pénétration au sein du domicile, mais très souvent on essaye de le faire soit au petit matin, soit en fin de journée, avec la plus grande surprise pour éviter tout dépérissement de preuves. Justement, on ne va pas convoquer l'individu, hein, parce qu'il y a un risque qu'il supprime tous les contenus de ces supports, ou même complètement les supports, qu'il les détruise. Donc il y a vraiment cet effet de surprise, mais dans ces cas-là, il y a un effet de surprise pour tout le monde. Et donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de nos interventions, on a eu de plus en plus de mal, parce que c'était des interventions qui étaient répétées toutes les semaines, à absorber cette onde de choc. Et on s'est dit qu'il fallait impérativement que cet aspect victime, cet aspect onde de choc et conséquences, soit pris en charge complètement par une autre structure que nous, enquêteurs, qu'il fallait que ce soit complètement clivé, dissocié et qu'on n'ait pas à gérer ce qu'on appelle, nous, l'atelier victime et qu'on ait vraiment un focus sur nos actes d'enquête et notamment en lien avec le mis en cause. Et donc on a souhaité avoir intégré des personnels de la prise en charge des victimes, de l'accompagnement, chose qui est totalement inédit, hein, dans le monde policier. On a souvent envie de mettre certains corps de métier à distance, alors que nous, on est plutôt dans la pluridisciplinarité et le travail de Diane au sein de l'Office mineur en atteste. Et donc, on souhaite vraiment associer les instances de prise en charge des victimes, que ce soit le monde associatif, le monde de la santé, etc., avec nous et qui nous accompagnent du début à la fin de ces opérations. Donc pour l'instant, nous n'avons que Diane et elle est utilisée, essorée par tout ce qu'on lui demande de faire au quotidien et lors des missions. Mais le but ultime, c'est de pouvoir conventionner, que l'Office mineur puisse conventionner avec une fédération d'associations d'aide aux victimes, de manière à ce qu'au moment de l'interpellation, on ait pu mettre en place un partenariat avec l'association locale et que les personnes soient là pour prendre en charge les victimes par ricochet, à partir du moment où l'interpellation et les actes d'enquête sur place soient faits. Ainsi, il y aura un accompagnement de cette interpellation jusqu'à le procès pénal, on l'espère. C'est un projet qui est en cours de signature. Donc, vous l'aurez compris, amis psychologues, nous avons besoin de vous, puisqu'effectivement, à chaque fois que ça va frapper au domicile, ou même dans des institutions, je pense aux écoles, et là ça vient déstabiliser les équipes enseignantes par exemple, mais à chaque fois que l'Office mineur se déplace, ça crée une onde de choc.
Et ma présence lors de certaines missions, puisque évidemment je ne peux pas être partout, mais il semblerait qu'elle ait un effet à la fois sur les enquêteurs, mais également sur les personnes que nous rencontrons au détour de ces moments clés de la procédure. Pour les enquêteurs, je dirais que très simplement, ils n'ont plus à porter cette charge émotionnelle qui m'incombent. Ils peuvent se focaliser sur leurs actes de procédure. Je pense effectivement aux perquisitions. C'est beaucoup plus simple quand je me rends présente auprès des familles pour les occuper, pour bavarder, pour contenir leur angoisse. D'autant qu'à certains moments, ils ne savent même pas pourquoi on est là. Hein. Enfin, ils n'ont pas connaissance forcément de la qualification des faits qui sont reprochés aux mises en cause. Ils ne la comprennent pas. Ou ils ne la comprennent pas. Ou ils la dénient. Ou ils la dénient. Bon, tous ces cas de figure qui sont extrêmement compliqués à gérer, déjà pour un psychologue, mais alors pour un enquêteur qui a bien d'autres choses à faire sur un temps qui est en plus très court, c'est mieux si un autre professionnel s'en charge. Et puis côté victime, côté famille, ça facilite, je dirais, l'adhésion au processus judiciaire, puisqu'il y a quelqu'un dès les premiers temps qui est là pour faire attention à eux, se préoccuper de leurs besoins primaires, leur demander comment ils vont, les contenir, etc. Et cette personne, elle fait lien ensuite vers les partenaires locaux. Je dirais que sur l'équipe victime, il y a en plus, lorsqu'il y a plusieurs équipes, qui se déplacent, donc sur l'équipe qui va se déplacer auprès de la victime, il y a en plus un lien qui peut se créer plus facilement avec l'enfant et qui peut-être facilite la suite et notamment l'audition, puisque l'audition c'est une étape clé de la procédure et particulièrement complexe, il me semble. Oui, effectivement. Alors, on va faire un petit passage par l'audition du mineur victime. Donc, on l'a identifié, il y a eu tout ce processus. Alors, ça peut être dans un temps très long comme dans un temps très court, quelques jours, voire parfois quelques heures entre la réception de ce contenu, l'identification, localisation et l'intervention. Donc, tout dépend de la complexité du dossier. Tout dépend des éléments qu'on a à l'origine et puis de la réactivité des autres instances que l'on peut solliciter pour nous aider à l'identification. Donc une fois qu'on a interpellé le mis en cause et qu'on a pris en charge la victime, on va devoir évidemment l'entendre, cet enfant. Donc, quand c'est évidemment possible, puisque, et ça je ne l'ai pas précisé, mais la moyenne d'âge de nos victimes au sein de l'office mineur, en tout cas pendant les dossiers qui sont traités à l'office mineur, c'est 4 ans. C'est-à-dire que c'est des enfants très petits et dans 30% de nos dossiers, nous avons du 0,24 mois. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement aussi à prendre en compte pour nous, enquêteurs, c'est que les victimes sont très petites et qu'on a de plus en plus de contenus pédocriminels qui mettent en scène des nourrissons. Donc, quand l'enfant est en âge et en capacité d'être entendu, on va l'entendre dans différents lieux. Alors, bien évidemment, on va essayer de prioriser les UAPED, donc les unités d'accueil enfants sans danger et qui sont au sein des hôpitaux, car on est très fan de ces structures qui permettent à la fois à l'enfant d'avoir son parcours judiciaire avec l'enquêteur, mais aussi son parcours médico-légal et puis son parcours psychologique. On a besoin de tous ces éléments, évidemment, dans le cadre de nos enquêtes. Ça, dans un seul lieu, la victime est prise en charge de manière pluridisciplinaire et c'est vraiment quelque chose qui la met à l'aise immédiatement et nous aussi en résonance. Alors après, on peut aussi l'entendre dans ce qu'on appelle les salles Mélanie. Alors, vous avez un exemple là de salle Mélanie. Donc, c'est un endroit dédié exclusivement à l'audition d'un enfant. Donc, vous avez un enquêteur qui se met dans la salle. Derrière la glace sans teint, il y a un autre
enquêteur qui est en réponse et en résonance de ce qui se passe, des questions posées ou des éléments qui sont passés, pour lesquels l'enquêteur est passé à côté lors de son recueil de la parole de l'enfant, et qui est doté d'un système d'enregistrement, puisque depuis 1998, toute audition d'un enfant victime de violences sexuelles est par la loi, obligatoirement enregistrée. Donc le but de cet enregistrement, c'est de ne pas faire répéter l'enfant, mais malheureusement, on s'est aperçu que en faisant un état des lieux des dossiers en matière d'exploitation de violences sexuelles sur les enfants, que l'enfant, de toute façon, aura au minimum 7 fois à répéter ce qu'il a subi. Donc on va entendre principalement dans ces 2 lieux. Alors pourquoi choisir l'une et l'autre ? Eh bien, c'est juste pour le confort de l'enfant. Par exemple, si l'UAPED est trop loin du lieu d'interpellation et de prise en charge de l'enfant, on ne va pas imposer à un enfant de devoir faire des kilomètres et des heures de voiture pour être dans une UAPED, alors qu'il y a une salle Mélanie dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie juste à proximité. Et il y a d'autres lieux aussi qui vont pouvoir être priorisés, et tout dépend du contexte de révélation ou de ce qu'on a pu identifier ou de la qualité des suspects, etc. Par exemple, dans le dossier que j'ai précité auparavant, issu d'un renseignement néo-zélandais, en fait, j'ai entendu cet enfant au sein de son école. Pourquoi ? Parce que on présupposait, à l'issue des éléments et des investigations qu'on avait fait sur les contenus pédocriminels, que l'auteur était le père et qu'on ne voulait pas que l'enfant soit en présence du père. Donc, comme j'avais eu un bon contact avec son école, j'ai décidé, en accord avec la direction de l'école, de l'entendre dans une salle de classe au sein de l'école. Donc, on peut aussi avoir à nous adapter, nous enquêteurs, pour le plus grand confort de l'enfant. Par exemple, dans les derniers dossiers qu'on a traités où les enfants étaient en situation de handicap, on est allé les entendre au sein de leur IME pour leur permettre d'être dans leur zone de confiance, dans leur décor, avec les personnels qu'ils connaissaient, pour que le recueil de leurs paroles soit le plus optimum possible. Donc, on va entendre ces enfants selon un protocole que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le protocole du NIST et qui se fait en 3 étapes. Donc, ces étapes, c'est extrêmement classique. On va d'abord, il y aura une phase de mise en confiance de l'enfant. Et ensuite, on va laisser l'enfant parler. On va s'identifier. On va lui dire pourquoi on est là. Et on va lui demander de nous raconter ce qu'il a à nous raconter. Donc, ça peut être un récit libre qui dure que quelques minutes, comme un récit libre qui va durer très longtemps. Et ce récit, on ne va jamais l'interrompre. C'est-à-dire qu'on va, même quand il y a des temps de silence, on va laisser ces temps de silence, parce que parfois c'est utile à cet enfant, et que ce temps de silence, on va aussi nous l'analyser, parce qu'il sera possiblement suivi par une déviation de son discours, ou la révélation des faits pour lesquels on est intervenu. Donc ces silences sont extrêmement importants. Donc on ne va jamais les couper. On va faire une petite technique de psychologue ou de psychiatre quand le silence est un peu long, pour relancer la machine, un petit ou on va rebondir répéter le dernier mot. Voilà. Mais on va le laisser. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu à l'étude des récits que 80% des détails utiles à l'enquête se trouvent dans ce récit libre. Et qu'à partir du moment où on va le couper, ce récit, et qu'on va poser des questions, en fait, on va dévier l'enfant de son propre cheminement, de sa propre narration et de son mode de réflexion. Et ça, il ne faut absolument pas le faire. Voilà. Donc, on va le laisser. Et ensuite seulement, en fonction de ce qu'il aura raconté, nous poserons des questions. Mais pas n'importe quelles questions. Des questions ouvertes, toujours.
toujours. Donc, ce ne seront jamais des questions qui ont pour réponse oui, non. Jamais. En fait, ce seront toujours des questions qui appelleront un nouveau récit libre. Le but étant de faire parler l'enfant, lui, et pas nous, d'aller chercher le renseignement. Parce que le renseignement sera dans le récit libre, encore une fois. Donc, il y a des questions, évidemment, les questions fermées, non. Les questions à choix multiples, non. Et pourquoi? Parce que l'enfant, en fait, garde en mémoire la dernière option. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, elle m'a donné plusieurs options. Donc, si ça se trouve, la bonne option, c'est la dernière. Comme elle a l'air contente de ma réponse, je pense que c'était bon. Donc, hop, dernière option. Ou la première. Ou la première? Non, moi, c'était toujours la dernière. C'est la dernière? Ouais. Voilà. Alors, peut-être que j'appuyais mon propos plus sur la dernière, donc il avait le sentiment de devoir répondre ça, mais en tout cas, c'est des éléments à proscrire, un mode de questionnement à proscrire. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont formés à ce protocole, de par leur profession, etc. Et la précision qu'il faudrait que je vous donne là maintenant, c'est qu'il y a une différence extrêmement importante entre l'accueil de la parole, qui est toute personne autre que les enquêteurs dans la protection de l'enfance, et même tout parent ou citoyen qui reçoit les confidences d'un enfant, et le recueil de la parole de l'enfant, qui est là un acte d'enquête qui n'est dédié qu'à un enquêteur de justice et qui ne doit être réalisé que par un enquêteur de justice. Donc, quand on est à l'initiative ou le premier confident d'un enfant, on ne recueille pas sa parole. On va l'accueillir. C'est-à-dire qu'on va prendre les éléments qui sont impératifs pour une information préoccupante ou un signalement au procureur de la République pour une information préoccupante à la CRIP, mais ces éléments, il ne faut pas aller les chercher. Il faut juste qu'ils soient donnés par l'enfant. Et s'il n'y a pas assez d'éléments, l'enquêteur viendra les chercher, lui. Donc, un bon accueil de la parole, c'est de mettre en confiance l'enfant, donc une technique du protocole du NICHT, faire un récit libre, une technique de protocole du NICHT, et ensuite, à la différence du questionnement, c'est de retranscrire correctement tout ce qui a été dit par l'enfant. Parce que régulièrement, alors petit aparté, dans les signalements ou dans les informations préoccupantes, on a une minimisation, une interprétation, on a des éléments additifs. Si vous voulez faire un bon signalement ou un bon accueil de la parole, en fait, c'est très simple. C'est j'ai reçu les confidences de tel enfant dans telle circonstance, donc identité de l'enfant, circonstance, qui m'a dit, : ouvrez les guillemets, et exactement les termes employés par l'enfant. C'est tout. Ça, ce sera un bon accueil de la parole de l'enfant. Et pourquoi? Parce que cet enfant aura été mis en confiance et aura pu s'exprimer librement. Petit aparté fait. Oui. As-tu terminé ton paragraphe, Véronique? Alors, je vais terminer. Nous avons très peu de temps pour terminer. Je voulais te proposer de condenser le propos sur la place de l'image et sur qu'est-ce qui se passe quand l'enfant ne parle pas. Parfait. Vas-y. Ah bah non, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais quand l'enfant ne parle pas? Qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer au sein de l'OFMIN dans le protocole d'audition? Alors, ou l'auteur d'ailleurs, l'enfant ou l'auteur. Exactement. Quand on part d'un contenu pédocriminel, on a donc un élément que n'ont pas les collègues qui sont là en réaction d'une confidence d'enfant. On a ce contenu. Et donc, on se dit que maintenant, il va falloir utiliser, lors des auditions de mineurs, ce contenu.
depuis plusieurs mois, environ 2 ans, certains services d'enquête, donc pour ne pas le citer, le FBI, a décidé de présenter, donc d'une certaine manière, selon une certaine méthodologie et certains contenus à l'enfant, de manière à lui faire savoir que on est au courant de ce qu'il a subi, de qui l'a fait, et pour provoquer en fait la libération de la parole, pour qu'il n'ait plus ce sentiment de honte, de culpabilité, etc., qui peut l'habiter. Alors, très clairement, actuellement, nous ne l'appliquons pas, mais nous sommes en train de faire en sorte qu'une recherche avec des universitaires, des scientifiques, des psychologues et des enquêteurs puisse se faire pour adapter le protocole du NICHT aux enquêtes issues de la découverte de contenus pédocriminels et permettre l'utilisation, le déclenchement de la parole, tant au niveau de la victime que de l'auteur, puisque là, pour le coup, l'auteur, on lui présente régulièrement, quand il est en phase de déni, les contenus qu'il a lui-même produits. Je rebondis. Vas-y, rebondis. On condense, hein, mais il y aura un temps de questions, donc on pourra développer un peu plus certains points. Mais sur la question de l'image, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous met face à plusieurs questions. Pourquoi ça fonctionnerait plus en montrant une image qui est potentiellement traumatique et pourquoi ça fonctionnerait moins? Alors, Véronique vient de le dire, il y a déjà une première piste de réflexion. Pourquoi est-ce que ça facilite la verbalisation de l'enfant que de lui présenter une image? Alors évidemment, c'est pas une image, c'est pas un cliché des abus sexuels. Hein. C'est une partie du décor. Donc ça peut faciliter effectivement parce que l'enquêteur lui montre à l'enfant qu'il sait et qu'il a survécu à ça. Qu'il a survécu au fait de visionner les images et au fait de savoir ce que l'enfant avait vécu. Donc ça, c'est une première hypothèse. L'enfant se dit, mais j'ai enfin un adulte qui est en capacité d'entendre ce que j'ai à dire, puisqu'il l'a vu. La deuxième hypothèse, c'est que comme c'est un élément de décor, c'est une petite partie du cliché, bah, ça facilite le processus d'association. Et peut-être qu'au niveau des chaînes associatives, bah, l'enfant va réussir à se remémorer plus facilement les choses. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Pourquoi ça fait pas trauma? Moi, mon idée, c'est que le trauma, c'est un pot de fleurs qui nous tombe sur la tête. C'est inattendu et ça fait mal. Si l'image, elle est présentée avec l'accord de la victime, qu'on le prévient, le mineur, que ça va lui être montré, qu'on lui demande son accord, déjà on évite le caractère inattendu. Deuxième chose, c'est pas censé faire mal, puisque, comme on vient de le dire, les images, elles sont sélectionnées en amont. On réfléchit ensemble, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut pas montrer. On cache des parties pour que ça ne fasse pas violence. En tout cas, que ça ne fasse pas violence aux mineurs. Puisque, lorsque c'est présenté à la famille des mises en cause, quand ils sont dans le déni, ou à l'auteur, là, on va chercher autre chose. Là, l'image, elle va avoir une autre fonction. Mais quoi qu'il arrive, et je m'arrêterai là-dessus, je te laisserai poursuivre, il me semble que, en tout cas au sein de l'office mineur, le questionnement est systématique sur la fonction de l'image et la fonction de la présentation de l'image, parce que les enquêteurs font aussi attention à leur contre-transfert et à la dynamique projective qui peut être en place. Et donc, notamment, au fait, à leur insu, de parfois vouloir faire violence quand, en face d'eux, il y a quelque chose qui leur fait violence. Et là, on peut penser au déni des familles des mises en cause, ou plus simplement aux mises en cause qui ont des attitudes qui sont particulièrement désagréables. Oui, très, très désagréable parfois même. Donc l'image est aussi utilisée comme levier de libération de la parole, donc pour tous les acteurs de cette scène judiciaire qu'est la nôtre à ce moment-là, que ce soit l'entourage du mis en cause de la victime ou l'entourage cumulé mise en cause victime, hein, quand c'est dans un milieu intrafamilial. Et effectivement, ce levier, on va l'utiliser pour l'audition du mis en cause lui-même. Alors, comment se déroule cette audition, ces auditions, parce que évidemment, on va avoir 48 heures, voire parfois
96 heures dans les cas de live streaming pour pouvoir interroger l'individu. Et va se faire, ce cheminement va se faire en plusieurs temps. Et très régulièrement, évidemment, la première défense de l'individu, ça va être le déni. Déni parce qu'il est interpellé au sein de sa famille et que il n'arrive pas à reconnaître ce qu'il a fait devant ses proches. Il est dans un positionnement extrêmement honteux. Et donc c'est pour ça que ces temps d'audition en tête-à-tête avec l'enquêteur est extrêmement utile pour lui, pour la révélation de sa parole, perturbant pour l'enquêteur qui va devoir se lier à l'individu, parfois au-delà de ce qu'il aimerait le faire, mais dont ce lien, il en a besoin pour aller chercher la reconnaissance des faits auprès de ce suspect. Donc, on va d'abord faire un premier procès-verbal qu'on appelle de chic, c'est-à-dire qu'on va laisser, encore une fois, un récit libre, on va laisser l'individu se raconter, et ce procès-verbal va nous permettre de mettre en corrélation les éléments qu'on a déjà recueillis au sein de l'enquête avec ses propres déclarations et analyser aussi ses stratagèmes de défense. Donc certains vont dire « je n'ai jamais fait ça », certains vont dire « bon, s'ils sont venus me chercher, c'est qu'il y a quelque chose, mais ils sont peut-être pas au courant de tout, donc je vais lâcher un petit peu du lest, reconnaître certaines choses, minimiser ». Souvent, on a même c'est l'enfant qui m'a cherché, c'est je suis amoureux d'il ou elle, c'est l'homme ou la femme de ma vie, je me marierai. On a tout système de défense. En tout cas, là, on est vraiment le réceptacle de tout ce qu'il a à nous livrer. Et on va être en résonance, en plus, en contre-transfert des émotions qu'il souhaite nous livrer. Et donc nous, on va utiliser ce premier procès-verbal et on va utiliser d'autres éléments que l'image, d'autres éléments de preuve que l'on a. Des mouvements financiers quand il a acheté du contenu dans le live streaming, par exemple. On va soulever les incohérences, les mensonges, preuve à l'appui, avec ce qu'on a trouvé dans son téléphone, les échanges qu'il a pu avoir avec d'autres pédocriminels, etc. Et c'est en ça que c'est extrêmement utile, le contenu pédocriminel, notamment dans les dossiers d'inceste, où c'est la parole de l'enfant, souvent contre la parole de l'auteur, et qu'on n'a aucun élément qui atteste de quelque chose. Mais si on trouve du contenu dans les ordinateurs, même s'il n'y a pas de contenu de captation des faits incestueux, si on a tout simplement du contenu pédocriminel, on est en train de se faire enfermer dans la salle de conférence. Donc, en fait, sachez qu'on va passer la nuit là. Donc, effectivement, on va pouvoir faire un propos très, très global de l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc, en fait, on va pouvoir lui montrer aussi des contenus pédocriminels en disant, voilà, on sait que vous avez une appétence pour les enfants, les violences sexuelles sur les enfants. Donc, ça nous donne aussi un indice pour aller chercher les aveux de faits incestueux. Donc, c'est tout un travail de stratégie qu'on met en place au cours de ces auditions avec l'utilisation de l'image. Et bien évidemment, on a très souvent à présenter l'image aux individus les plus récalcitrants pour leur montrer ce qu'on a trouvé dans leur support. Hein. C'était pas dans ceux du voisin ou ceux de leurs épouses ou compagnes, etc. C'était bien dans les supports qu'il utilisait lui-même. Et en disant, voilà, on a ça, on a exactement la victime, le décor. Donc maintenant, pourquoi nier ? Là, pour le coup, on a eu dans le dossier, et on utilise aussi le profil qu'on détecte au fur et à mesure de ces auditions. Par exemple, dans le dossier du début, le renseignement qui venait de Nouvelle-Zélande, c'était le babysitter et non pas le papa. Donc au départ, l'enfant nous avait déclaré que c'était ses parents parce qu'il était et le babysitter avait menacé de mort les parents si l'enfant révélait les faits. Donc dans un premier temps, première audition, elle a dénoncé ses parents.
Et évidemment, il y avait des incohérences dans l'enquête. Pour nous, on s'est bien aperçu au bout d'un moment que c'était impossible. Et donc, on est allé chercher ailleurs. On a réentendu l'enfant, chose exceptionnelle, et qui là nous a révélé que c'était le babysitter. Et ce babysitter donc, nous a fait le panel entier des systèmes de défense qu'on peut utiliser. Le déni, le fait que c'était les enfants qui étaient venus les chercher parce qu'il y avait plusieurs victimes, le fait qu'il était amoureux, etc. Et les profils sont toujours un peu pareils, c'est-à-dire psycho-affectivité, immaturité, difficulté aux relations interpersonnelles, très souvent. Enfin voilà, c'était l'archétype du profil du pédocriminel. Et j'ajouterais une compulsif. Une compulsion à télécharger, à visionner, ou bien à passer à l'acte. Hein. Mais en tout cas, il parle beaucoup d'engrenage, d'impossibilité à se contrôler. Dans les auditions, ça revient très régulièrement, ce côté addict, en fait. Hein. À la fois, il perpétrait des faits, il captait et il diffusait, et en même temps, il collectionnait du contenu pédocriminel. Donc, alors, il va falloir qu'on aille très vite. Oui. Très vite. Bon. Si tu veux, est-ce que tu veux que j'essaye de condenser Vas-y, condense. La suite. Simplement sur le pédocriminel, moi ce que je retiens du profil et qui est intéressant par rapport à l'image, c'est donc ce côté très addict du pédocriminel qui va être en quête incessante de l'image, mais quitte à collectionner des milliers d'images, parce qu'on a des dossiers où l'enquêteur qui gère l'exploitation de la téléphonie, des ordinateurs, nous dit qu'il y a des milliers de contenus pédocriminels. Donc forcément, le pédocriminel, il y retourne pas. Lui, ce qui l'excite, c'est le fait d'aller chercher l'image, associé à une pauvreté fantasmatique. Donc lui va dire qu'il vient alimenter son fantasme, mais on a plutôt l'idée que quand il recherche à fantasmer, il rencontre la jouissance, et que c'est ça qui va provoquer l'ascension, la gradation dans les actes qui vont être commis, puisqu'on constate qu'en plus, c'est de pire en pire. Hein, dans les contenus des téléchargements, au départ, ils sont préadolescents, et puis ça termine par des téléchargements de viols de nourrissons, et puis d'autres paraphilies qui sont associées, zoophilie, scatophilie, etc. Ce que je voulais également dire, c'est que l'image, elle peut aussi avoir comme fonction, dans l'audition, d'être un objet de médiation. C'est-à-dire que le pédocriminel, face à l'image, là, va avoir l'occasion de basculer, grâce à l'enquêteur, grâce au fait qu'on lui met sous le nez l'objet de la faute, et que ça peut créer, peut-être, hein, chez certains, j'ai le sentiment que ça peut créer une bascule et que ça peut annoncer une forme de deuil, une amorce de processus, c'est bon, c'est terminé. Enfin, en tout cas, pour le moment, parce que on va pas parler de ceux qui récidive. Mais en tout cas, voilà. Il y a une page qui se tourne par le biais de l'image qui est présentée. Et je terminerai là-dessus. Côté enquêteur, c'était la fin de notre propos. Évidemment que l'utilisation des images, l'exposition aux images, elle a un effet. Moi, j'ai essayé de réfléchir à quel effet ça a d'être exposé très régulièrement aux images, quel effet ça a de travailler au sein de l'office mineur. Je pense qu'à la fois, on peut parler de trauma cumulatif. Donc là, on n'est plus dans le pot de fleurs, on est dans la châtaigne, mais la châtaigne qui tombe très régulièrement sur la tête, et donc il crée une blessure qui ne va pas cicatriser, qui ne va pas avoir le temps de cicatriser, puisqu'il y a une exposition qui est quand même très régulière aux images. Et il me semble qu'on est aussi que les enquêteurs s'exposent aussi au risque de trauma par procuration, avec pour certains en tout cas, une modification des croyances, une modification du système de représentation, puisque un certain nombre d'entre eux, on en parlait encore ce midi, vont aussi aménager leur quotidien, leur vie personnelle, progressivement en fonction de leur travail et simplement des menaces auxquelles les enquêteurs de l'office sont beaucoup plus sensibilisés, et peut-être un peu trop. Alors peut-être que ça viendra au moment du temps de questions sur comment on fait pour travailler, notamment depuis si longtemps, sur cette thématique-là. Donc on se laisse ce temps d'exposer au moment des questions. En tout cas, si ça a été très rapide et on aurait beaucoup de choses encore à dire. Si vous voulez aller plus loin, évidemment,
je ne fais pas la promo de mon livre, mais voilà, vous l'avez au moins de visu. Comme ça, si vous le croisez, vous saurez que c'est le mien. Il y a une excellente campagne de sensibilisation contre la sextorsion, notamment orientée préadolescents, adolescents, qui s'appelle Say No, à laquelle nous avons participé, qui est diffusée sur le site officiel d'Europol. Et puis, il y a un documentaire auquel nous avons participé, qui a été diffusé dernièrement sur Arte lors d'un thema qui a été fait par Laetitia Onona, qui s'appelle « Pédocriminels la traque » et que c'est exactement notre travail au quotidien. On vous remercie de votre attention et on est là pour répondre bien évidemment à toutes les questions qu'on nous laissera le temps de prendre en compte. Alors, j'ai deux questions, en fait, une pour moi et puis une que voulait poser Emmanuel. Je te passerai le micro, je ne sais pas si tu peux venir. Ma première question, c'était, on en a discuté à midi, donc c'est clair pour moi, mais la différence ou pas entre accueil et recueil de la parole de l'enfant. Le recueil de la parole de l'enfant, c'est un acte d'enquête. Donc seuls les enquêteurs, les officiers de police judiciaire, peuvent le faire. C'est un acte intrusif, en fait, où on questionne l'enfant et qui se fait sous l'égide du protocole du NICHT, donc les 3 étapes que j'ai développées. Toute autre personne, et notamment les professionnels de la protection de l'enfance, ne font pas un recueil de la parole de l'enfant, font un accueil de la parole de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils écoutent, ils ne vont pas interroger. Parce que ça comporterait un risque de venir biaiser le discours de l'enfant, mais parce que ça peut venir biaiser le souvenir même de l'enfant. Vous avez évoqué les images que vous présentez aux enfants, donc dans un but très noble de recontextualiser les choses. Je questionnais la place du discernement et du consentement du jeune enfant, notamment celui qui a été soumis à une autorité du fait de ce qu'il a vécu, et d'être face à une nouvelle autorité. Alors, on ne se positionne pas comme la personne sachante et la personne à laquelle il faut répondre. Et c'est d'ailleurs un des systèmes d'interrogation du protocole du NICHT. Il y a des règles au cours établies dès le début de l'audition et de l'entretien avec l'enfant. Et ces règles, on lui édicte, on lui explique et on lui demande s'il les a bien comprises. Et notamment, une de ces règles, c'est qu'on n'attend pas une réponse de lui. Ce qu'on veut savoir, c'est quand il ne sait pas, qu'il nous le dise et qu'il se sente en toute liberté de nous dire qu'il ne sait pas et qu'on ne l'oblige pas à avoir une réponse dans un sens ou dans un autre. Ce qu'on veut, c'est juste recueillir sa parole. Et donc, très souvent, l'enfant dit « je ne sais pas » et on en prend compte. Et comme il peut nous dire « je ne comprends pas » et on reformule notre question. C'est vraiment des règles du protocole et c'est extrêmement important que l'enfant sache dès le départ ce qu'il est en toute liberté de faire au cours de son entretien. Parce que c'est son entretien et c'est son espace de liberté de déclarer ce qu'il veut ou pas. Et s'il ne déclare rien, ça nous va aussi. Et j'ajouterais que, évidemment que c'est une question qui se pose, mais il y a plein de questions qui se posent autour de la présentation des images. Ça n'a pas lieu systématiquement, en tout cas pas en France, parce qu'on va parler pour nous. Au sein de l'Office mineur, c'est une technique qu'on va éventuellement utiliser, mais qui va être soumise à évaluation, réflexion avant. Et on est plusieurs à participer à cette réflexion, de connaître vraiment la fonction, l'utilité. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi et comment, d'ailleurs? Et encore une fois, c'est progressif. C'est-à-dire que quand ça arrive, bon, c'est pas sur des tout petits, hein, mais quand ça arrive sur des enfants plus âgés,
ça va être d'abord une photographie de différents, c'est souvent ça d'ailleurs, différents adultes pour essayer de voir déjà si repère l'auteur parmi 3, 4, comme sur une planche photo pour les personnes adultes qui doivent reconnaître leur agresseur. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est avec l'enfant. Et puis en fonction des réponses, en fonction de son attitude, l'enquêteur il va évaluer s'il va plus loin ou pas. Mais évidemment que c'est une question, que ça fait partie des questions que les enquêteurs se posent. Et d'ailleurs, c'est toujours en cours d'évaluation expérientielle dans les autres pays, en tout cas dans les pays, et notamment les pays anglo-saxons, qui commencent à utiliser cette technique. C'est pas quelque chose d'acquis, hein, on tente. Justement, une question aussi... à ce sujet, dans le chat, il y a une personne qui demande, pendant ce récit libre de l'enfant, comment est-ce que vous prenez en compte les comportements, les gestes et les actions de l'enfant? Alors, c'est une excellente question parce que c'est un des aspects qui est très souvent mis de côté. L'audition d'un enfant, c'est pas seulement ses propos, c'est pas son verbatim, c'est un tout. C'est les silences, c'est les coupures, c'est je me lève et je vais faire complètement autre chose, je détourne l'attention de l'enquêteur, c'est ma gestuelle, mon corps. Donc si un enfant, à un moment donné, quand il arrive au moment un peu nœud ou clé de l'entretien, il s'effondre, mais on le voit en fait, se recroqueviller, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tous ces éléments doivent impérativement être retranscrits dans le procès-verbal. Les procès-verbaux d'audition d'enfants qui ne comportent que ce qui a été dit sont inutiles. Pourquoi ? Parce que les magistrats, la plupart du temps, n'ont pas le temps d'aller voir les auditions. Donc, c'est des retranscriptions qui durent des heures pour les enquêteurs, qui impactent vraiment très fortement le temps de ce temps de garde à vue, mais on en a besoin, en fait. Et la justice, après, tous les maillons de la chaîne judiciaire en ont besoin de tous ces éléments. Et notamment, et c'est pour ça que les UAPET, c'est aussi extrêmement important, puisque le psychologue qui va recevoir après l'enfant, il est souvent également derrière la glace sans teint. Et lui aussi va prendre compte des silences, de la gestuelle, du corporel, des biais de déviation de l'enfant au cours de son audition. Mais ça, il faut aussi que ce soit sanctuarisé dans le procès-verbal. Oui, moi, ça me fait penser à une enfant qui faisait bouger la chaise en métal. Il faut faire attention quand on aménage une salle Mélanie, hein, ne prenez pas de mobilier en métal, parce que c'est enregistré, c'est filmé, donc ça s'entend. Et je ne pouvais pas, moi, entendre avec le casque, c'était absolument impossible, parce que elle faisait, je pense, de manière non intentionnelle, mais en tout cas, elle communiquait son angoisse par cette voie-là. Et si l'enquêtrice qui était en charge de l'audition n'avait pas retranscrit cet élément-là, son agitation à cette petite fille et le bruit qu'elle faisait avec la chaise, je pense qu'on serait passé à côté. Enfin, en tout cas, derrière le magistrat qui va se pencher sur le dossier, passe à côté de toute l'anxiété de cette jeune fille qui, sinon, n'apparaît pas dans la retranscription. Et c'est pour cette raison qu'il est impératif que ce soit filmé, que ce soit enregistré aussi sur le plan sonore, et qu'il y ait un binôme, qui soit là pour aussi choper des éléments, les repérer, les attraper. Quand l'enquêteur en audition, il peut être focalisé sur le verbal, ouais. Côté enquêteur, une autre question. Au-delà de l'accompagnement psychologique déjà mis en place, quelles autres stratégies ou soutiens pourraient les aider à gérer les impacts psychiques à court et long terme, qui est un peu couplé avec une autre question de comment est-ce qu'ils font pour travailler continuellement sur ces images tout en protégeant, comment vous faites pour travailler sur ces images tout en protégeant autant que possible les enquêteurs des effets délétères? Alors, déjà parce que, et c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que on a un objectif et on sait que impérativement on doit passer par ces analyses parfois longues, chronophages de contenu pédocriminel pour aller jusqu'à la réalisation de cet objectif. Et donc on a des techniques
qui nous permettent d'essayer de minimiser ces impacts qui sont là très clairement existent et qui s'accumulent au fil du temps. Et donc on va déjà s'isoler. On va essayer d'être dans notre bulle. On va essayer de séquencer le visionnage de ces contenus. Donc très souvent, on va les regarder en noir et blanc pour essayer de s'extraire vraiment de la réalité de ce qui se passe. On va couper le son. Quand c'est des vidéos, on va déjà les regarder. On va ensuite les écouter et ne faire les deux qu'après. On va essayer de les passer en accéléré. On peut aussi se dire que on en a vu une, on va essayer d'attendre un peu pour voir la deuxième, parce que parfois c'est des dizaines de vidéos et que l'élément qui nous permettra d'identifier l'enfant sera dans la 10e à la dernière seconde. Et donc on s'astreint à les regarder. Et puis après, on va essayer de se nettoyer la tête, c'est-à-dire qu'on va utiliser des petits outils comme Tetris, etc., qui vont mobiliser une autre partie de la mémoire pour se nettoyer. Voilà, moi j'ai cette technique, hein, c'est des petits jeux comme ça. J'ai des collègues qui vont regarder des vidéos de chats, etc., des choses un petit peu apaisantes. On essaye de pas regarder du contenu pédocriminel juste avant de rentrer chez soi. Il faut qu'on ait une petit sas de décompression avant d'intégrer le domicile. On essaye autant que faire se peut de faire ces exploitations au travail pour qu'il n'y ait aucune porosité vie personnelle, vie professionnelle, avec cette complication que l'une de nos techniques d'enquête, c'est l'enquête sous pseudonyme. C'est-à-dire qu'on va se faire passer pour des pédocriminels pour aller chercher le contenu auprès d'autres pédocriminels. Et donc ça, le pédocriminel, il est pas connecté entre 9h et 18h. Hein. En général, le pédocriminel, il va se connecter sur les réseaux une fois que le compagnon, la compagne, les enfants sont couchés, etc. Donc, en fait, il y a à un moment donné, en fonction de ce qu'on va utiliser comme technique d'enquête, et ça, il faut que les enquêteurs le comprennent bien quand ils veulent faire utiliser ces techniques, c'est qu'il y a forcément un impact sur la vie personnelle, puisque on va rentrer chez nous avec les outils qu'on utilise pour se faire passer pour des pédocriminels, et parfois la cible va être réactive et on sait qu'elle va nous diffuser le contenu alors qu'on est à table en famille, ou parce que on peut être à une fête de famille ou dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec le travail et qu'il va falloir être réactif. Donc les familles en règle générale savent. Voilà, elles savent qu'on est en infiltration, etc. Et elles sont extrêmement compréhensives parce qu'elles savent quel est l'engagement et quel est l'objectif final. Mais clairement, c'est extrêmement impactant. Et j'ajouterais que cet impact, il peut s'élaborer, ou il peut en tout cas déposer donc au sein des espaces thérapeutiques qui sont aménagés pour les policiers grâce au service de soutien psychologique opérationnel, pour ne pas le nommer. Et lorsque ça ne suffit pas, il y a une politique particulière au sein de l'Office mineur qui consiste à ne pas empêcher les fonctionnaires de police qui souhaitent partir de partir. Parce que au sein de l'administration, il y a des règles, et il y a une durée déterminée avant de pouvoir demander une mutation au sein de l'office mineur. Si l'agent ne se sent plus capable, il ne sera pas contraint à rester. Et il ne sera, même si ça peut prendre quelque temps, il ne sera plus du tout exposé aux images, au contenu pédocriminel. Avant de laisser le professeur Veva conclure ce webinaire, il y a une dernière question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le chat qui ont l'air intéressées par ce que vous faites et qui vous demandent quels autres professionnels souhaiteriez-vous intégrer au sein de votre structure ou potentiellement quels professionnels est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors clairement là, le recrutement qui est en cours, ce sont des recrutements d'actifs, hein, c'est-à-dire d'enquêteurs, que ce soit à un niveau de gardien de la paix ou d'officier. Mais on aimerait, en tout cas c'est la projection qu'on avait quand on a préfiguré cet office, c'est de pouvoir avoir des référents intégrés à l'office de divers ministères qui sont en lien avec la protection de l'enfance. Donc
ministère de la Santé, ministère de l'Éducation nationale, ministère à l'époque de la protection de l'enfance et de la justice. Ce qu'on voulait, c'est qu'un maillon, le maillage complet de la chaîne judiciaire utile et de la protection de l'enfance utile à notre travail puisse être regroupé au sein de l'Office mineur. Donc ça, c'est dans l'idéal. On va tout faire pour. Parce que la pluridisciplinarité dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, c'est indispensable en fait. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Dans tous les cas, il sera disponible en replay, mais je laisse le professeur annoncer la suite pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'on doit partir ? Votre place. Bon, clairement, vous êtes tout à fait formidables, mesdames. Alors, je ne sais pas si on dit mesdames, madame la commandante ou madame la psychologue. J'aurais passé la journée à hésiter. Au moins pour deux raisons. À la fois, comment dire, la distance que vous réussissez à mettre pour parler clairement, presque dépassionné, d'un sujet terriblement compliqué, mais quand même en laissant toujours transparaître l'engagement dont vous faites preuve et qui est indispensable, j'imagine, pour vous écouter. Donc, pour tout ça, je vous trouve tout à fait formidable. C'est difficile pour moi de prendre la parole parce que je dois couper la vôtre, parce que j'aurais bien continué à vous écouter. Et je me permets peut-être tout simplement d'insister sur quelque chose que vous avez dit dans la journée et que vous avez reprise au tout début de votre intervention, qui est d'insister sur l'importance d'adapter les stratégies de lutte contre la cyberpédocriminalité, ce que vous venez de montrer, aux nouvelles méthodes d'exploitation en ligne qui sont sans cesse, malheureusement, en train d'évoluer. Donc, encore une fois, 1000 merci et surtout 1000 bravo. Le prochain webinaire aura lieu dans pas très longtemps, le 19 novembre prochain, toujours dans ce créneau du mardi entre 17h30 et 19h. Et on aura la chance d'accueillir le professeur Philippe Birm, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Toulouse et qui nous entretiendra de la psychotraumatologie des accidents de la voie publique, mais avec un focus un peu particulier sur les enfants victimes dans ces accidents et l'impact sur leur mère. Alors, leur mère, je pense qu'on peut étendre quand même, excusez-moi, aux parents. Voilà. Donc, Philippe Birm, donc, qui est à la fois, bien sûr, professeur de psychiatrie, dont la carrière est entièrement tournée autour de la psychotraumatologie et qui est un des fondateurs du Centre régional du psychotrauma d'Occitanie à Toulouse, qui a donc débuté sa carrière autour de du drame, bien sûr, de l'explosion de Toulouse en 2001, 10 jours après le 11 septembre, le 21 septembre 2001. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, c'était particulier. Donc, dans l'actualité, les prochains dossiers scientifiques, qui sont un petit peu aussi en rebond des webinaires ou des gens qu'on a pu accueillir lors de webinaires, un dossier scientifique sur l'amnésie dissociative, dont la publication est attendue pour la mi-octobre, donc c'est très bientôt. J'ai bien sûr, j'incarne parfaitement cette tendance. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais le prononcer, mais voilà, Twitter, LinkedIn, je ne sais pas ce que c'est, Instagram, Facebook, YouTube, et inscrivez-vous sur la newsletter scientifique, ça je sais ce que c'est, avec un lien disponible dans le chat. Léa va vous le reprendre. Donc encore vraiment merci d'avoir fait le déplacement et d'être venu partager avec nous tous et en ligne ce message et votre expérience et encore une fois votre engagement. Merci beaucoup. Et donc à bientôt pour nous tous.